Finally, Sylvia, we're talking today about sustainable and affordable energy. Now, the transition to renewables is going to cost a lot of money if we transition to a system that's based entirely on renewable sources of energy. We know that not just this, but also building new nuclear power plants or gas-fired or coal-fired, all of this is going to cost money. Transmission lines are going to cost money. Interconnection is going to cost money. It may well lead to quite significantly increased prices. And in developing countries, that can be a big problem in particular, not just in industrialized countries, where we do have problems with energy poverty. And it might hit those the hardest that can afford it the least. Now, the more general question is, can we have affordability and sustainability at the same time? Thank you, merci. Désolé. L'avantage de venir en dernier, c'est que la plupart des choses à dire ont été dites. On a eu de très bonnes présentations, mais ça me permettra d'être brève. J'aimerais quand même peut-être effectivement dans le contexte mettre une définition de la croissance verte sur la table avant de répondre à la question, qui, si j'ai bien compris, c'est une croissance qui va de pair avec le développement durable. Et je dis bien de pair, comme ça il n'y en a pas une avant ou après. C'est ensemble. Et je crois que c'était le thème du panel, c'est une énergie qui permet le développement durable et qui est affordable, abordable. Donc quel est le rôle du secteur énergie pour cette croissance verte? C'est effectivement de permettre le développement durable, mais c'est bien le mot abordable et pas forcément une énergie pas chère, qui ne sont pas la même chose, parce qu'il y a deux choses possibles. On peut soit rendre, si on veut la donner accessible à chacun, l'énergie pas chère, ou on peut faire que tout le monde puisse se la permettre. Donc que chacun soit un peu plus riche pour payer l'énergie un peu plus. Et ça, c'est un point important où on peut considérer l'énergie comme créateur de richesse et comme un vecteur de croissance économique, un vecteur de croissance verte. Pensez à l'énergie pas seulement comme un facteur de production, mais quelque chose qui va permettre à l'économie de suivre cette voie du développement durable et de croissance économique en même temps. Je pense que c'est intéressant parce que Monsieur le ministre ne l'a pas mentionné ou personne, mais c'est un peu ce qu'a suivi le Maroc avec ce qu'on appelle l'intégration industrielle. En disant cette valeur qu'on peut créer avec notre politique des renouvelables, essayons de la capturer chez nous, de la garder ici, en créant l'industrie qui va avec, les emplois, etc. Donc rendre le pays un peu plus riche et qui pourra justement se permettre de payer ces énergies un peu plus chères. Le problème, c'est toujours un problème de transition qu'on a toujours, parce qu'au départ, il faut que quelqu'un paye. Et ça, c'est un engagement très fort qu'a pris le Maroc, c'est de couvrir dans un premier temps le surcoût, tant que l'Europe continue son protectionnisme, comme l'a dit Kevin, puisqu'on espère que l'Europe s'est quand même donné un objectif très ambitieux à l'horizon 2050, pas 2020, mais 2050. Je ne parle pas des 20-20-20 de 2020. Je parle de la décarbonisation du secteur électrique, où je pense que l'Europe aura besoin de ses voisins qui sont riches dans ces énergies renouvelables. Donc, il faut arriver à cette transition pour que cette énergie, qui est bien, pour ne pas dépasser les 2 ou 4 degrés, nous, chez nous, on parle plutôt de 4 degrés, soit disponible pour tous à un prix raisonnable, mais il faut arriver à faire cette transition. Alors le Maroc, effectivement, je me permets quand même de faire des compliments, c'est un des pays où je travaille, a pris un rôle, a décidé de jouer le rôle de champion. Vous avez cité depuis le début, je pense qu'on le voit, et c'est intéressant pour un pays quand même qui n'est pas un des plus grands pays du monde, de leader. Si je réfléchis, quels sont les autres pays au monde qui ont pris cette position de champion de l'économie verte? Il y a la Corée, dont on parle souvent. Mais sinon, je ne peux pas penser à beaucoup de pays qui ont décidé de prendre le flambeau. On peut peut-être... Et puis de penser aussi que ça va être vecteur de la croissance de l'économie. Non, je pensais à la France des années 70, parce que si on parle du nucléaire comme étant aussi une énergie verte, mais il y avait tout à fait une politique industrielle là derrière, dans les années 70,
qui était, et c'est d'ailleurs c'est une des industries nucléaires, on en a parlé tout à l'heure, dans le panel précédent, qui reste dans le monde. Ça lui a aussi permis de vendre beaucoup d'électricité à l'Angleterre, qui n'a pas été protectionniste à ce moment-là, qui a permis aussi de reprendre l'industrie électrique anglaise. Donc cette position qu'a pris la France, elle lui a permis de se placer par rapport à l'ensemble. Donc je pense qu'il y a aussi une dimension intégration régionale là-dedans. On a eu un panel, parce qu'il y a deux types d'intégration. Il y a l'intégration maghrébine et l'intégration avec l'Europe. L'intégration avec l'Europe, parce que finalement, le Maroc est un prolongement. Le marché ibérique est déjà très intégré avec le marché marocain. Les systèmes sont synchronisés. Il y a une forte capacité d'interconnexion. Ça permettra, je ne sais pas si c'est un risque ou une opportunité, mais ça peut être une opportunité vers le reste de l'Europe. L'autre chose, c'est que parfois, je pense que la réussite des énergies renouvelables, des politiques, passe par une intégration maghrébine, juste parce qu'il est plus facile d'intégrer un haut niveau de renouvelable dans un grand marché électrique qu'un petit. Les électriciens le savent très bien, le foisonnement est critique à cause de l'intermittence. Et c'est le problème des îles d'ailleurs, c'est pour ça que certains pays qui ont beaucoup d'îles, même s'ils ont beaucoup de soleil ou d'éolien, je pense à la Grèce, ont du mal à avoir une politique renouvelable, parce que c'est très difficile de faire du renouvelable, même l'Irlande parfois a du mal, dans un petit système. Donc ça sera plus réussi à la fois sur le système électrique, mais sur l'intégration industrielle, en joignant les forces. Je pense aussi, bien sûr, à ce qu'a fait l'Europe avec Airbus, et ça serait bien qu'on puisse réussir les deux à la fois. Je vous remercie. Merci. Can I ask if there are any direct responses to something that one of the panelists has said? Andreas, you had a direct point. Yes, and now I will speak in English to save you. One thing is, there is, in addition to the European Union, also the European Energy Community Treaty. It's a separate treaty. It has the Secretariat has its headquarters in Vienna. And it's essentially the treaty mechanism that establishes the internal market for grid-based energy. And, Monsieur le Ministre, as part of your negotiations with the European Union about the deep cooperation beyond trade, perhaps you want to raise the issue of Morocco joining the European Energy Community Treaty, not just as an observer, but as a member, so that you can participate in the European internal market for electricity. That would overcome some of the problems that you talked about. Second, the cost of the German Energiewende. The estimate at the moment is 200 to 250 billion euros over a period of 20 to 30 years. That translates into approximately 100 euros per person per year. Now that may be a lot of money in Morocco, but in Germany that is affordable. Thank you. Would you like to only one comment on this, on the affordability. Je l'ai dit plusieurs fois à mes interlocuteurs, même au Parlement, quand on parle disons, de choses abordables, vous savez qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un aspect aussi psychologique. Un bien, la valeur d'un bien, c'est la valeur qu'on veut bien lui donner, et qu'on accepte de payer. L'eau et l'énergie, l'électricité particulièrement, sont quasiment des droits. Donc on a de la peine à leur donner la valeur du coût de la production, de la distribution de ce bien. La preuve que je donnais, c'est que quand vous prenez votre portable, au Maroc, 100%, 110%, il y a plus de portables que de citoyens. Donc quand vous prenez votre téléphone portable et que vous appelez un interlocuteur, un membre de la famille pour bavarder, ça prend 3 minutes, eh bien ça, c'est le coût, c'est le coût de 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire de quoi vivre pour une famille modeste pendant une semaine, avoir l'eau pour se laver, pour boire, pour faire la lessive pour une semaine. Et c'est le prix de la consommation quotidienne en électricité, de 2 kWh et demi. C'est ce que consomme une famille par jour. Donc quand vous téléphonez à un ami, et tout le monde le fait, y compris les citoyens modestes, c'est le même prix qu'une semaine d'eau potable ou une journée d'électricité pour une famille moyenne. Et pourtant, les gens trouvent que l'électricité et l'eau, c'est cher, mais ils achètent tous des portables. Donc la question, c'est peut-être que dans le portable, il y a 3 opérateurs, donc il y a le choix. On choisit son appareil.
disons, le consommateur a le choix de consommer, alors que l'eau et l'électricité sont des services de base. Mais il y a là des ressorts culturels et psychologiques qu'il faut peut-être faire fonctionner. Perhaps one more question before we open up for questions from the audience. A problem not just for Morocco or for the European Union, and a global problem really is and several of you touched on it, is the pricing of energy sources, and the market failure that leads to renewables being seemingly more expensive than fossil fuels. Even though if you say you internalize negative externalities, and I know that many people don't like to use these terms anymore, externalities, but they are there, that we would arrive at very different prices in terms of the costs and benefits of individual energy sources. How can we get to a place, if emissions trading doesn't help us get there at the moment, how can we get to a place where we arrive at realistic prices for various different energy sources and establish a more level playing field, if you will, for renewables? Kevin, would you like to address that? Yeah, sure. I mean, how do you put a price on a livable planet? That's what it boils down to. You mentioned the carbon budget. There's only so much carbon we can emit before we have what most scientists believe will be catastrophic climate change. And so there's been a very big effort on the part of the global community to come to a consensus to solve this problem, and we haven't found a consensus. And it's a very big problem, and it's a problem for humanity. And I think that individual countries can try to address the problem with their own policies. And people talk about having an even playing field between renewables and fossil fuels. And the problem is, fossil fuels can pollute. They don't have to pay to pollute. But if there's a penalty for polluting, then you give a market incentive. And that's the basis for a lot of the carbon trading, which hasn't been, in practice, hasn't worked very well for a number of reasons. It's very difficult to implement. But there are solutions. You know, you can have carbon taxation. People talk a lot about that. And so, you know, countries where there is political consensus, you can employ, you know, regulatory and market mechanisms to try to even the playing field between the renewables and the fossil fuels. Sur cette question, si on se place dans une perspective de long terme, je pense que tendanciellement, le prix du kilowattheure renouvelable va baisser. Parce que les technologies, notamment dans le photovoltaïque, on le voit déjà, il y a des baisses très fortes. En thermique, je pense qu'il y aura des baisses surtout dans le coût de stockage, de l'électricité d'origine solaire thermique. Et donc tendanciellement, les prix vont baisser. Et comme dans d'autres secteurs, je pense par exemple à tout ce qui est lié au système d'information, cette baisse peut être très rapide et beaucoup plus rapide que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Par contre, en matière fossile, tendanciellement à long terme, ils ne vont pas baisser. Même s'il y a les quelques changements tels que les gaz de schiste, mais de manière générale, les prix ne vont pas baisser. Parce qu'on parle beaucoup des découvertes, et c'est vrai qu'elles sont importantes, mais en même temps, la consommation reste importante. Il n'est pas dit que chaque année, les découvertes excèdent ce qui est consommé. C'est-à-dire que les stocks existants, en tout cas dans un certain nombre de combustibles, notamment dans le pétrole, n'augmentent pas. Ils augmentent avec les gaz de schiste, ils sont très importants pour le charbon, et pour le pétrole, les stocks sont constants, parce que les découvertes compensent plus ou moins la consommation. Donc, le pari est un pari gagnant à long terme. Deuxièmement, et c'est ça le rôle des gouvernements, c'est aussi, même malgré les contingences politiques, parce qu'un gouvernement, il est obligé de réagir ou de raisonner, il a des élections tous les 5 ans, donc c'est un horizon indépassable, alors qu'en matière d'énergie, les politiques,
C'est sur 30 ans, sur 50 ans. C'est une difficulté, une vraie difficulté. Pourtant, c'est un pari qui me semble gagnant. Et en tout cas, l'un des arguments pour les pays comme nous, c'est notamment de faire shifter toutes les subventions. Nous donnons beaucoup de subventions aux énergies fossiles aujourd'hui. Et nous pourrions, au moins progressivement, partiellement, les faire shifter vers les énergies renouvelables. Et là, on change l'équation. No, I mean, I completely agree, and I think it's a political solution to a lot of this, political and democratic. And I think as a society, we'll have to make some choices how we allocate this, whether it's from moving subsidies from fossil to renewables, or actually looking at some sectors. I mean, the minister had the very good example of what other basic necessities cost, and what maybe less important goods and services cost. And I think we have to, as a society, address that there are, let's say, there are sectors that are rent-seeking, that extract monopoly rents, and I think we have to look at a political solution to reallocate something like that. Of course, in a controlled way, because we are all capitalists, and you can't do whatever you want. But given the urgency, I think we have to think out of the box. We do some good projects now, but we need to really attack it much more aggressively with new political tools, which will involve value judgments as to what should society do. Thanks. Sylvia? Or not? Okay. Let's open it up to questions from the audience, if there are any. We'll take the gentleman over there. Test. Donc, je suis Omar Binis, directeur des réseaux dans une compagnie financière. Je voudrais poser deux questions, notamment à Monsieur le ministre. La première, c'est que la majorité des pays puissants, les grands pollueurs, ne se sont pas engagés dans cette politique d'énergie renouvelable parce qu'ils considèrent que c'est plus cher que les autres sources d'énergie. Pourquoi le Maroc veut être champion? La deuxième des choses, c'est qu'on parle beaucoup d'indépendance énergétique, qui est très important dans les politiques. Que fait le Maroc pour maîtriser les technologies d'énergie renouvelable? Est-ce qu'on va continuer à importer ces technologies et puis produire en local et dire qu'on est indépendant? Ou alors on cherche vraiment à être pionnier, développer des technologies et peut-être, pourquoi pas, les exporter? Voilà, merci. Ok, la première question, elle est un peu politique. Je crois que pour le Maroc, c'est un engagement et c'est une conviction, un choix de société, une conviction, préservation de l'environnement, l'inscription dans le développement durable, c'est un choix. Et la permanence de ce choix fait qu'il est porté aussi bien par Sa Majesté le Roi que par les forces politiques et les acteurs économiques. Et donc ça assure une permanence dans ce choix. Donc c'est une conviction d'abord. Deuxièmement, c'est un choix économiquement raisonnable. On peut le démontrer si on avait le temps. Il est économiquement raisonnable parce que quand vous travaillez sur les questions d'énergie, vous travaillez sur 50 ans. C'est la durée de vie d'une centrale. Elle dure 40 ans, 50 ans. Et vous ne pouvez pas faire votre politique sur les 5 premières années seulement. Si vous la faites sur 50 ans, vous verrez que les termes de l'équation changent. Et troisièmement, il y a une question en matière d'énergie de sécurité. L'indépendance énergétique, ou améliorer l'indépendance énergétique, c'est stratégique. Et ça n'a pas de prix. Et donc, on peut payer un coût élevé. Dans le cas du Maroc, aujourd'hui, on dépend à 96% des importations. Nous devons réduire cette dépendance, nonobstant le coût. Donc, vous voyez, c'est un argument stratégique. Donc, il y a des raisons de conviction, il y a des raisons de stratégie et il y a des raisons économiques. Alors, pour les autres pays, je pense qu'il y a des pays qui sont très engagés. L'Union européenne, notamment, je pense, est un pays engagé. L'Allemagne, par exemple, l'a montré dans sa transition énergétique. La France a démarré sa transition énergétique. Mais l'Union européenne, à partir des directives, les 20% d'énergie renouvelable à l'horizon 2020, et à l'horizon 2050, je ne connais pas l'objectif parce qu'il est très loin, je ne serai plus là, mais il est très important. Donc, ces pays européens sont engagés. Par contre, certains pays
la Chine, par exemple, dont on disait qu'elle n'était pas engagée, aujourd'hui a pris des engagements très forts. Et les efforts de la Chine en matière d'énergie renouvelable sont fantastiques. Elle est en train de faire un saut à une vitesse très rapide, notamment dans le photovoltaïque, mais également en matière d'éolien. On voit les États-Unis qui ne sont pas, disons, dans le cadre des engagements de protocole de Kyoto et autres, mais pourtant, l'effet gaz de schiste aux États-Unis fait que, en ayant réduit la consommation de charbon et accru la consommation de gaz, aujourd'hui, ils s'inscrivent dans le cadre des objectifs du protocole de Kyoto. Donc vous voyez qu'il y a, de fait ou par des politiques volontaires, les pays s'inscrivent dans des objectifs, notamment de réduction de gaz à effet de serre. Je voudrais bien ajouter deux arguments économiques. D'abord, en Allemagne, avec 25% de l'électricité de provenance des énergies renouvelables, le prix de l'électricité sur la bourse de l'électricité, ce n'est pas le prix final pour les foyers, mais sur la bourse de l'électricité a baissé par 15% par rapport au cas normal, business as usual. Nous avons maintenant des prix plus bas en Allemagne que dans tous les autres pays en Europe à cause de la politique pour faire croître les énergies vertes. Deuxième point, si vous avez la gestion, la génération de l'électricité avec vos installations sur votre territoire, vous protégez l'économie totale contre des chocs sur les marchés internationaux des énergies fossiles. C'est aussi une assurance, en plus que ça soit moins cher que les énergies fossiles aujourd'hui. Others? No? Before we take the next question, I would just like to say that it has just been brought to my attention that the name of our final panelist was displayed incorrectly on the screens. It is, of course, Sylvia Payan-David, and not, as it stated initially in the program, Amina Benkadra, who is Director General of the National Office of Hydrocarbons. She is in the audience, though. So thank you very much for attending, wherever you are, over there. Thank you very much, and apologies for this mistake. We'll take another question, if there is one. The gentleman over there, please. Oui, bonjour. That's not working yet. Hold on. Oui, bonjour. Ah. Je voudrais poser une question à Monsieur le ministre Doueri. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer comment le Maroc compte libéraliser la vente, la commercialisation de l'électricité, et ne pensez-vous pas que ce secteur qui est stratégique, surtout en matière de sécurité et de dépendance, ne risque-t-il pas de basculer vers un problème dont on ne mesure pas actuellement les contours? Merci. Bon, je ne sais pas de quel problème vous parlez, mais aujourd'hui nous avons une loi qui est le secteur privé qui peut vendre maintenant de l'électricité. Oui, tout à fait. Non, mais ce n'est pas un problème, ça. J'essaie d'identifier le problème. Nous avons aujourd'hui une loi qui libéralise la production et la vente d'électricité de sources renouvelables, seulement de sources renouvelables, et en haute tension et très haute tension. Donc ça fonctionne. Nous avons aujourd'hui 420 mégawatts d'énergie renouvelable éolien, certains qui sont déjà opérationnels, les autres en cours de construction, et qui sont fabriqués par des opérateurs privés, vendus à des clients privés et transportés par l'opérateur national, l'Office de l'électricité. Nous avons dans cette loi la possibilité de passer à la moyenne tension. Et nous avons commencé à travailler déjà sur le décret pour étendre la libéralisation à la moyenne tension. Maintenant, ça, ce n'est qu'une étape. Une seconde étape serait de libéraliser la production d'électricité pour toutes les sources d'énergie. Mais évidemment, cette étape sera ultérieure. Nous travaillons d'abord sur la mise en place d'un régulateur indépendant qui sera un organisme qui sera chargé donc de
réglementer, contrôler la bonne mise en œuvre, la bonne mise en application des lois, la compétition, la qualité de la compétition sur le marché, l'égalité des chances et l'égalité d'accès à tous les opérateurs. Donc nous pensons que ce régulateur sera opérationnel, disons dans 2 ans, peut-être début 2015. Et à ce moment-là, nous pourrons passer à une phase ultérieure de libéralisation de notre marché. Donc libéraliser, mais avec un arbitre, et un arbitre qui va contrôler et s'assurer notamment des questions d'égalité de chance, des questions de service universel, d'accès à l'électricité, des questions de contrôle de la formation des prix, etc. Other thoughts on this? We'll take a question back there, the gentleman in red, I believe it is. Bonsoir, c'est une question pour Monsieur le Ministre. Je voulais juste vous demander, on parle d'énergie renouvelable, le Maroc a signé un certain nombre d'accords d'exploration pour exploiter les gaz de schiste. Est-ce que c'est pas antinomique? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre plus de moyens et plus de priorités sur les énergies renouvelables plutôt que sur une technologie qui est un peu contestée du point de vue environnemental? Merci. Non, nous, notre position est de dire on diversifie le bouquet énergétique. On n'a pas dit qu'on ne fait que du renouvelable, mais avec une large part pour le renouvelable, la plus large possible. Si les technologies évoluent vite, rien ne nous empêche à ce moment-là d'accélérer encore l'intégration des énergies renouvelables qui, je le rappelle, pour des raisons d'intermittence, on ne peut pas dépasser aujourd'hui, vu les technologies et vu l'ouverture des marchés, un certain seuil de renouvelables. C'est pour ça qu'on disait, si on fait une intégration régionale, si on ouvre les marchés de l'électricité et qu'on les interconnecte, nous pourrons accroître la taille de notre portefeuille renouvelable. Donc aujourd'hui, on est limité par des raisons technologiques essentiellement, également des raisons de coût de l'investissement, mais nous allons en progression. Et à long terme, nous continuerons à progresser. Mais rien ne nous empêche d'exploiter les sources d'énergie que nous avons, notamment le gaz, qui est une source d'énergie qui s'adapte très bien avec le renouvelable pour l'électricité. Parce que vous savez, l'électricité, le problème c'est l'intermittence, c'est-à-dire quand vous avez un champ éolien par exemple qui tourne, si le vent tombe, vous n'avez plus de vent, vous n'avez plus d'énergie. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir besoin de mettre en ligne très rapidement de l'électricité, et notamment par des centrales à gaz qui ont la capacité de libérer, de produire très vite de l'énergie. C'est-à-dire en 1 minute, vous pouvez avoir jusqu'à 50 MW sur le réseau, et en même temps, vous pouvez les éteindre également rapidement. Donc, c'est 2 ressources qui vont bien ensemble. Alors, en ce qui concerne le gaz de schiste, aujourd'hui, nous en sommes à une phase très exploratoire. On regarde, est-ce que nos bassins sédimentaires ont des potentialités, et est-ce qu'il y a une rentabilité éventuelle d'exploitation de ces bassins. Et en même temps, il est évident que nous observons, nous faisons une veille technologique sur l'impact, notamment l'impact environnemental de l'exploitation des gaz de schiste. On sait qu'il y aura au niveau international des études qui sont en préparation, qui vont sortir dans les 2 ans, qui vont nous donner l'état de l'art de l'impact de l'exploitation des gaz de schiste sur l'environnement. Il est évident qu'au Maroc, la question de la protection de l'environnement et notamment de la protection des ressources en eau est une question centrale et que nous ne pouvons pas, disons que l'arbitrage, évidemment, ne pourra pas être en défaveur des ressources en eau. I'm wondering whether we can have a question that's not just for the minister. We have a wealth of expertise on this panel. It'd be a shame to let that go to waste. Is your question for the panel? Yes. Okay, for excellent. Everybody. Thank you. I don't know. I prefer to talk in French, is possible? Please. Okay. Ma question là encore, en tant qu'universitaire, j'aimerais demander, parce que je crois que dans ce domaine, il y a encore beaucoup à faire au niveau de la recherche scientifique. Et je crois qu'il faut qu'il y ait un effort groupé pour qu'on puisse développer la recherche scientifique dans ces domaines. Je sais par exemple qu'au Maroc, nous avons beaucoup de compétences. En tant qu'universitaire, je les connais, je sais que nous avons beaucoup de compétences. Malheureusement, les encouragements
et les moyens pour développer cette recherche scientifique manquent beaucoup. Merci. Je veux bien faire un commentaire. Au fait, je suis tout à fait d'accord avec le commentaire de monsieur. La recherche scientifique dans ce domaine est absolument essentielle. Maintenant, il y a une véritable limite physique aux pénétrations des renouvelables à cause de l'intermittence qu'on en a parlé plusieurs fois. Et il faut absolument qu'on développe des technologies de stockage. Il y a des technologies qui existent, mais qui sont vraiment tout au début, qui sont peu déployées. Il y a le stockage thermique avec les technologies solaires CSP. Mais vraiment, et ça c'est bon, c'est un défi scientifique, mais aussi c'est à l'intérêt des entrepreneurs. C'est une opportunité de business absolument énorme de trouver un système de stockage électrique qui est peu cher, qui peut être intégré au système d'énergie renouvelable, que ce soit éolien, que ce soit solaire PV. Et avec un système de stockage qui est bon marché, alors on peut aller très facilement à du 100% renouvelable et de ne plus utiliser les énergies fossiles. Et ça, c'est vraiment la solution pour l'humanité. Il y a une limite de combien de CO2 on peut émettre pour empêcher l'échauffement climatique. Et c'est vraiment, il faut des breakthroughs technologiques. Et les breakthroughs technologiques, normalement, ça se fait dans les laboratoires. Et dans les laboratoires universitaires avec des hommes et femmes brillants et passionnés par les technologies et la science. Et il y a tout, quand on voit toutes les grandes révolutions technologiques récentes, comme l'Internet et les logiciels, tout ça, ça a été funded par les gouvernements. Et ça serait bien de voir plus de ressources économiques vers le monde scientifique pour résoudre ces défis énergétiques. Andreas Kremer. En allemand, on utilise le mot fluctuante pour des énergies renouvelables parce qu'ils ne sont pas intermittentes. Intermittentes, c'est un terme pour les stations nucléaires parce qu'ils peuvent s'arrêter d'une seconde à l'autre. Les renouvelables sont très prévisibles dans la variation, dans la fluctuation. Ce sont des mécanismes complètement différents. Je crois qu'il faut avoir des échanges entre les pays, entre les langues différentes, avec des connotations, avec des expériences, avec des réflexes sociaux dans la société, des conditions économiques. Nous avons fait chez Ecologic Institute une revue de toutes les recherches qu'on fait dans le secteur d'énergie en Europe et en Allemagne. On a trouvé qu'il y a beaucoup d'argent pour la recherche technologique et très peu pour la recherche de sciences sociales, pour comprendre l'acceptabilité des choses, les possibilités d'avoir le smart grid avec les problèmes de données privées, la protection de la zone privée dans la vie. Encore une question d'acceptabilité, mais aussi de comportement des gens face aux incitations sur le marché, avec des prix qui reflètent la situation sur le réseau et incitent la flexibilisation de la demande. Il faut avoir un agenda de recherche de sciences sociales et de humanité. Sylvia? Max? No? Oui, en fait, en développant notre technologie de biocarburant, on a travaillé très proche avec des universités suédoises. Et donc, juste pour partager quelques leçons de ça, donc c'est très puissant, même au vu des investisseurs, quand il y a tout un écosystème avec des gens qui ont une connaissance très approfondie d'une technologie. Même quand on met les premières usines en place,
avec une technologie qui est nouvelle. Ça apporte, ça rassure encore des investisseurs d'avoir un écosystème, qu'il n'y a pas une seule équipe qui a 10 000 km qui sont compétents sur cette technologie. Par contre, je suis d'accord avec M. Kramer, il faut que c'est multidisciplinaire, parce que nous, on a eu beaucoup de recherches techniques, mais on se rend compte que quand on développe des technologies, c'est aussi important qu'on comprend quel genre d'incitation est-ce qu'il faut pour réaliser le projet et pour optimiser la fourniture et la demande de l'énergie. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment que vous structurez des équipes multidisciplinaires qui travaillent aussi très proche des investisseurs et des projets commerciaux, parce que comme ça, la recherche devient encore plus puissante. Chaque type de recherche a une place. Il y a des recherches très fondamentales, mais je pense qu'ici, dans ce cadre, il faut surtout de recherche qui n'est pas trop éloignée des technologies qui puissent être implémentées. Et donc, dans cette logique, je pense que ce serait très salutaire d'intégrer le social, l'économique et le technologique. Voilà. Merci. We are approaching the end of this panel. Minister Duiri, I will give you the chance to conclude in 1 minute your vision for the energy future of Morocco. Non, je crois que pour moi, c'est une question politiquement, c'est des énergies démocratiques. Les énergies renouvelables sont une façon de traduire la démocratie, et l'avenir des énergies renouvelables, probablement, c'est dans l'individuel. Je pense que nous, en tant que politiques, nous devons expliquer, poser clairement les enjeux, faire en sorte que la société fasse des choix, et des choix qui préservent l'avenir, et notamment par rapport à cette problématique encore très peu connue ou insuffisamment connue du changement climatique. Donc nous avons une vraie responsabilité d'expliquer, de rendre simple ce qui est très compliqué scientifiquement, et en même temps de rendre acceptable ce qui peut être pesant économiquement. Et les choix, les citoyens sont assez mûrs pour faire les choix s'ils comprennent bien et s'ils sont bien sensibilisés, nonobstant les problématiques économiques. Et c'est pour ça que je pense que c'est une question démocratique, et que l'une des voies que nous devons privilégier aussi, c'est inciter chacun à s'inscrire dans le renouvelable, dans sa maison, dans le toit de sa maison. Et encore une fois, je le dis, la question, l'État, là, peut aider, subventionner, parce que c'est créateur de beaucoup d'emplois, c'est créateur d'un lien social. Vous savez, j'ai entendu parler d'une expérience à San Francisco. C'est une ville très créative, San Francisco, où les habitants d'un quartier, dans des réseaux sociaux sur Internet, chacun dit combien il consomme. Il y a des indicateurs de consommation, et les gens font une compétition. Il y a un esprit d'émulation, et les gens réduisent leur consommation. Et le simple fait de s'inscrire sur ce réseau et de monitorer sa consommation pousse les gens à réfléchir et à consommer moins. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui les grandes solutions dont nous avons parlé, les grands investissements, les grands projets, mais on doit aussi réfléchir aux petites choses, aux comportements individuels, démocratiques dans les communautés, chez les gens. Et je crois que c'est ça une part de l'avenir du renouvelable. Thank you very much. That's a good note to end on. I would like to thank all the panelists, Minister Duiri, Kevin Zara, Andreas Kremer, Max Jonsson, and Sylvia Pariente-David. Thank you very much, and please give them all a hand.